Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc je suis biologiste à Cerba, comme vous l'avez vu, et comme je le raconte à tout le monde depuis 2 jours. Je vais rapidement passer sur cette diapositive, mais je vais quand même vous dire que pour moi, la toxoplasmose, à terme, est une maladie qui va disparaître. Pourquoi ? Comme nous l'a dit le docteur Toto, d'abord parce que nos habitudes alimentaires ont changé. On mange beaucoup plus de viande ou d'éléments de viande cuite. On mange décongelé. Et surtout, nos animaux domestiques, les chats, sont aussi ont changé d'alimentation et ils ne vont plus chasser. On les nourrit soit avec des boîtes, soit avec des croquettes. Donc, ils ne se contaminent pas. Là, ce sont des estimations que je vous ai mis pour donner un petit peu les taux. Vous voyez que la disparité est très grande, mais grosso modo, on est maintenant passé en dessous de la barrière des 40%, et j'ai bon espoir que ça disparaisse complètement. Quelques chiffres aussi des toxoplasmoses congénitales. Il y a un suivi qui est établi maintenant régulièrement. Tout le monde les déclare. Et on voit qu'en 2007, on en avait 272 dans l'année. Ça baisse et on est arrivé pratiquement en dessous des 200. J'espère, et probablement pas d'ici ma retraite qui est bien prochaine, mais j'espère que rapidement on les verra disparaître. Ça, je vais passer puisque le docteur Toto vous l'a déjà dit. Ce schéma, vous le connaissez tous. Je vais juste insister aussi sur la baisse des chiffres de la rubéole. Cette baisse qui est considérable grâce à la vaccination qu'on a instaurée régulièrement maintenant. Nos jeunes sont vaccinés et on a beaucoup moins de cas de rubéole pendant la grossesse. Et vous voyez, les chiffres le montrent. En 2005, on avait encore 15 cas. Il y a aussi là un réseau de surveillance où nous déclarons toutes les rubéoles pendant la grossesse. En 2005, il y avait eu 16 cas et vous voyez que jusqu'en 2011, on avait eu moins de 10 cas dans l'année. L'augmentation que l'on a constatée en 2012, c'est un échec de vaccination en fait, parce qu'il y a eu une épidémie au Maghreb, où normalement on vaccine aussi. Une épidémie a eu lieu entre l'Algérie et la Tunisie. Comme vous savez que les Français et les Tunisiens aiment voyager et se retrouver les uns les autres, nous nous sommes contaminés et on a remonté un petit peu nos chiffres à cause de cette épidémie. On espère que ça va de nouveau baisser, mais c'est très important et j'insiste bien sur cette lame parce que la vaccination est fondamentale. Les cas des rubéoles aussi chez les nouveau-nés ont baissé de manière significative. On a maintenant moins de 2 cas de bébés avec des rubéoles congénitales malformatives. C'est encore 2 de trop, mais c'est quand même beaucoup moins que ce que l'on a pu connaître dans des années antérieures. Je vais passer là sur cette diapo que le docteur Toto vous a très bien expliqué, et on va attaquer le CMV, où là aussi, il vous a expliqué l'importance du CMV. Je vais m'arrêter sur cette diapositive, qui est un travail récent, qui a été fait par l'équipe de Béclair. Il a été managé par le docteur Olivier Picone, et je trouve qu'il est particulièrement intéressant parce qu'il montre que le taux de transmission de la mère à l'enfant évolue de manière complètement linéaire depuis la période pré-conception jusqu'au 3e mois de grossesse. La période de préconception, comme vous le voyez, elle s'étend de 2 mois avant la conception à 3 semaines avant la conception. Il a fait cette étude, j'ai oublié de vous le dire, sur une cohorte de 238 femmes, ce qui est quand même une cohorte significative. C'était toutes des femmes enceintes qu'il a parfaitement suivies. Et donc, en période antéconceptionnelle, on va dire au sens large, on avait 11% de transmission. Puis, en période périconceptionnelle, c'est-à-dire 3 semaines avant, 3 semaines après, on avait presque 20% de transmission. Au premier trimestre, la transmission montait à 27%, 28%, si on arrondit. Au 2e trimestre, elle était à 37%. Et au 3e trimestre, elle était à 46%. La deuxième information qui était très intéressante sur cette étude, c'est que les nouveau-nés qui étaient symptomatiques à la naissance étaient tous issus d'une mère qui avait fait sa primo-infection au premier mois de grossesse, au premier trimestre de grossesse, pardon. C'est quand même important parce qu'on ne sait
pas très bien, et comme le disait le docteur tout à l'heure, on ne sait pas quel conseil donner. Il faut savoir que probablement c'est vraiment la primo-infection au cours du premier trimestre qui est le plus grand danger. Je vais vous passer aussi ce schéma. Tous ces schémas-là, tout ça, je le laisserai, et ceux qui sont intéressés, l'association pourra largement la mettre sur son site et vous pourrez l'utiliser. Et si vous voulez des informations complémentaires, vous vous ferez un plaisir de m'appeler à Paris, au laboratoire. Et je vous répondrai poliment. Alors, le docteur vous l'a dit aussi, quel est notre rôle dans le laboratoire ? Notre rôle, c'est de déterminer le statut immunitaire de la patiente. Dans le cas favorable, c'est un dépistage systématique que l'on va faire, et on aimerait bien faire ce dépistage comme ça avait été prescrit dans le temps, en nuptial. Bon, ça a été un peu abandonné puisqu'on se marie de moins en moins. Il faudrait quand même pouvoir le faire au moment des prescriptions de la pilule, par exemple, chez les jeunes femmes, ce qui nous permettrait, quand les femmes sont négatives pour la rubéole, de commencer à les vacciner tout de suite. On leur colle la pilule, mais on les vaccine, et ça nous règle un problème. Et puis, si elles sont séronégatives vis-à-vis de la toxoplasmose, on leur donne des conseils d'hygiène et de diététique pour éviter qu'elles se contaminent. Ensuite, on est évidemment appelé à aider au diagnostic dans les cas de contages récents et dans les cas de signes cliniques, comme vous l'a dit tout à l'heure le docteur. Je vous passe rapidement cette diapositive. Je vais juste faire une petite modification sur ce qu'a dit le docteur Toto tout à l'heure, et puis quand même insister sur une chose qui est celle-ci. Quand la femme est séronégative en début de grossesse, le docteur l'a dit, mais j'insiste parce que c'est quand même très très important, on va faire un suivi mensuel. Ça, c'est généralement très bien fait. Mais dans l'euphorie du retour à la maison avec son bébé dans les bras, la maman, elle oublie complètement le mois suivant de vérifier sa toxoplasmose. Et c'est là que quelques mois plus tard, on découvre que l'enfant, et voire quelques années plus tard, il a une atteinte oculaire qui est liée à une toxoplasmose qui était arrivée pendant le dernier mois de grossesse. Donc ça, c'est quelque chose de très important. La deuxième chose que je voulais dire, donc je ne vous redétaille pas tout ça, ça a déjà été très bien fait par le docteur, je voudrais quand même insister sur l'avidité. L'avidité des IgG, lorsqu'elle est forte, est effectivement un diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire une avidité forte est synonyme d'une infection qui a plus de 4 mois. À l'inverse, une avidité faible ne signifie pas, dans le cas de la toxoplasmose, systématiquement que l'infection est faible. Une avidité faible dans la toxoplasmose ou une avidité intermédiaire, parce qu'on peut rendre les deux selon nos réactifs, eh bien, c'est « je ne sais pas ». Ça ne veut pas dire ni que l'infection est récente, ni que l'infection est ancienne. Et c'est effectivement dans ce cas-là d'avidité faible que l'on devra poursuivre le diagnostic, et il faudra impérativement attendre un délai de 3 à 4 semaines entre les deux prélèvements que l'on fera, et on comparera dans la même série, avec le même réactif et avec le même jour, s'il y a ou pas une stabilité des IgG. En cas de stabilité des IgG, on pourra affirmer que l'affection a plus de 2 mois à la date du premier prélèvement. Si les IgG sont en train de monter, malheureusement, on ne pourra que confirmer qu'il s'agit d'une séroconversion récente, de moins de 2 mois. La rubéole, c'est la même chose. J'insiste bien sur le fait aussi que ça n'a pas d'intérêt de faire chez les femmes qui ont une absence d'anticorps, une absence d'IgG, une recherche systématique et mensuelle de cette sérologie, comme on le voit quelquefois jusqu'à la fin de la grossesse. Il faut la faire en début de grossesse, comme l'a dit le docteur, et il faudra la faire à la 20e semaine pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de séroconversion. Si malheureusement on voit qu'il y a des IgG qui sont apparus, on va devoir faire la recherche des IgM, et selon les résultats, soit on saura qu'on a une primo-infection qui est probable, soit on a
peut-être un problème technique. On va voir tout à l'heure les soucis que l'on peut avoir avec nos différents réactifs. Donc, dans les deux cas, quand on a ce genre de questions, j'ai tendance à proposer systématiquement de faire quand même une avidité pour essayer de dater au mieux la séroconversion de la jeune femme et essayer de donner un conseil efficace pour statuer sur le devenir de la grossesse. Là, c'est un petit peu le même schéma que vous a présenté le docteur. C'est toujours la même chose. On va rechercher les IgG, les IgM, et on va se baser sur l'avidité. Alors là, je vais passer sur cette avidité, mais je vous en reparlerai tout à l'heure de l'avidité du CMV, parce qu'en fonction des réactifs, certaines fois, le réactif va nous permettre de dire que la primo-infection a moins de 3 mois, mais d'autres réactifs ne permettent pas de le dire, ils permettent simplement d'exclure une infection qui a moins de 3 mois. On en reparlera tout à l'heure et je vous montrerai quelques diapos. Ça va peut-être nous permettre de gagner du temps. Alors, notre rôle, il est quelquefois idéal quand c'est ça. On va répondre de façon optimale au médecin. J'ai le cas là d'une jeune femme qui a fait une séroconversion durant sa grossesse. Elle était négative en février, et puis au mois de mars, son petit-neveu a sorti la rubéole. Elle a eu l'idée d'en parler à son médecin, et il a immédiatement réagi, et nous avons constaté la séroconversion. Là, c'était le cas bien, parfait, ce qu'on aimerait tous les jours, enfin, pas pour la patiente, mais pour notre sérénité de biologiste, parce que c'était clair, il n'y avait pas de souci. Par contre, je vous montre là ce que j'ai appelé la séroconversion piège. La séroconversion piège, c'est le cas de cette jeune femme qui ne connaissait pas son statut de la rubéole, qui a été pour son premier diagnostic dans un laboratoire A. On lui a trouvé des IgG positives à 10 unités pour un seuil à 8. Le médecin précautionneux s'est dit c'est bien près du seuil, je vais quand même la faire contrôler. Et cette dame va dans un deuxième laboratoire, et là, on a découvert, on lui rend une positivité à 224. Vous imaginez très bien le branle-bas combat, le médecin m'appelle, m'explique que j'ai sûrement fait une erreur de tube ou qu'il y a une anomalie. Donc, nous récupérons le deuxième tube chez le correspondant, et je reprends les 2 sérums en parallèle, le même jour, dans la même série, et je leur recherche les IgM en parallèle. Et vous voyez que repris avec le même réactif, j'ai les mêmes taux. 10,5 au mois de novembre, 11,5 et pas d'IgM. Pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que, alors qu'on rend tous nos résultats en unités internationales pour la toxo et la rubéole, alors que tous les fournisseurs travaillent avec les mêmes calibrants pour monter leurs réactifs, eh bien, les techniques diverses complètement les unes des autres. Alors, j'ai emprunté ce tableau à Madame Queiroz. Il n'est pas très beau et je vous prie de m'excuser pour les gens qui sont derrière. C'est peut-être pas très clair, mais vous voyez là un contrôle qualité qui avait été fait par l'association de biologie praticienne. Il y avait 2 contrôles qualité qui ont été distribués. Et il y a là 6 techniques qui ont été faites. Vous avez Abbott Architect, Abbott Axim, Beckman, Biomérieux, Roche et Siemens. Les seuils des techniques déjà varient. Quand on regarde Abbott, le seuil de positivité, c'est 3 unités internationales. Beckman, c'est 10,5. Appréciez, le 0,5. Biomérieux, c'est 8 unités. Roche, c'est 30. Siemens, c'est 10. Le premier sécu, chez Abbott, avec le premier automate, l'architecte, il avait 62 unités. Abbott, toujours avec Axim, 166 unités. On descend et on constate que sur Roche, le patient est à 556 unités. Il est passé par 138, 109, 244. C'est la même chose pour le deuxième sécu. Ce n'est pas uniquement pour la toxoplasmose. La même chose est observée pour la rubéole. Vous avez là encore 3 sécu qui ont été distribués dans différents laboratoires.
Les mêmes techniques, enfin des techniques identiques ont été utilisées, Abbott, Beckman, bioMérieux, Diasorine, Ortho, Roche, Siemens, le Centaure, Siemens, Limulite. Et là, vous constatez, sur le premier sécu, qui est à 46,9 unités, Abbott, toujours, il est à 76. Chez Beckman, il est à 115. Et puis si vous allez chez Siemens, il est à plus de 500. Sur Roche, il est à 388. On prend le deuxième CQI. Il a eu un taux sur l'Axime quasiment identique au premier, 46, 44, c'est sensiblement identique. Si on regarde au niveau du Roche, eh bien, il est à 255. Le premier qui était à 49, il était à 388. Et puis celui qui est le CQ2, qui était à 500 chez Siemens, il n'est plus qu'à 110. Donc on ne peut même pas imaginer qu'il y a une linéarité entre ces tests. Tout cela s'explique tout simplement par les différences de techniques. Certains fournisseurs utilisent des LISA de protéines, d'autres utilisent des protéines recombinantes. Certains associent le LISA et la protéine recombinante. La spécificité de l'anticorps réactif que l'on utilise pour révéler les IgG des patients, ils peuvent être très différents. Certains utilisent des anticorps polyclonaux très costauds, qui accrochent bien. Certains les diluent, c'est un peu plus économique. Ça ne donne pas forcément la même réaction. Et puis on a des techniques différentes. Certains travaillent avec des techniques en ELISA indirect, d'autres en immunocapture. Certains font des systèmes de compétition. Et pour finir, personne n'utilise les mêmes... Enfin, on utilise des supports différents. Certains travaillent en microplaques, ce qui fait une certaine surface de côté. D'autres travaillent avec des micro-billes. Ça multiplie les surfaces côté. Donc, toutes ces différences font qu'on a, malgré nos unités internationales, pas de véritable corrélation d'une technique à une autre. Et donc, surtout, demandez à vos patientes qui sont peut-être un petit peu nomades, quand elles doivent faire un deuxième prélèvement pour contrôler une sérologie, qu'elles aillent vraiment dans le même laboratoire. Et si elles est têtue, je suppose que nous, on est suffisamment intelligents pour passer un coup de fil au labo copain et on lui dit « Tu veux le sérum ou tu me l'envoies ?» On échange, mais on l'a fait au même endroit, au même moment, avec les mêmes sérums. Ça, c'est un message très important que je voulais vous faire passer parce que ça génère souvent énormément d'angoisse. Tout à l'heure, je suis contente de ce qu'a dit tout à l'heure le docteur parce que je ne suis pas d'accord avec son appréciation des stabilités. La stabilité des IgG, elle est particulièrement intéressante dans la toxoplasmose. Je vous l'ai dit, une stabilité des IgG à 3 ou 4 semaines d'écart permet de nous dire avec certitude qu'une infection a plus de 2 mois. Malheureusement, dans les infections virales, la rubéole et le CMV en sont, la stabilité des IgG est arrivée et la montée des anticorps est excessivement rapide, beaucoup plus rapide qu'avec la toxo qui est une parasitose, et on atteint notre stabilité des anticorps quasiment au bout d'1 mois. Ce qui fait qu'on ne peut pas se baser sur la stabilité des IgG en CMV ou en rubéole pour dire on est tranquille, il n'y a pas de problème. Là, c'est un travail qui avait été fait aussi par Madame Grangeau-Queyros. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme qui a beaucoup travaillé sur tout ça. Et donc, je pompe dans ses travaux, allègrement et sans complexe. Et elle avait travaillé elle a démontré sur plusieurs patientes, et j'ai retenu celle-ci, que quand on regarde, cette patiente, c'est une patiente qui avait fait une séroconversion à CMV. La séroconversion, cette dame a été suivie à partir de 1 mois après. Vous voyez que 18 jours après, elle était déjà quasiment au plateau. Et quelles que soient les techniques utilisées, que ce soit le VIDAS, que ce soit le Behring ou que ce soit BMD, on restait sur des taux qui sont quasiment stables. Entre 14 et 16, entre 10 et 12 mois, je ne peux pas parler d'évolution. Là, c'est déjà des plateaux. Donc, se méfier énormément de cette mention de la stabilité. Elle est valable pour la toxo, elle n'est pas valable pour les affections virales. Les IgM, les IgM, on aime bien avoir des IgM, elles sont présentes dans pratiquement toutes les séroconversions, donc ça c'est un atout. Mais elles vont nous poser aussi des problèmes parce que ces IgM ont une durée de vie qui va varier déjà en fonction de l'agent pathogène, mais en fonction des sujets.
et en fonction du mode d'administration. Par exemple, des IgM CMV, eh bien, vous allez pouvoir les retrouver, on dit en moyenne, allez, 4 mois, entre 2 et 4 mois. On a des patientes qui vont avoir des IgM positives 6 mois après l'infection. La toxo, alors là, vous le savez tous, on peut avoir on dit quelques mois, on a tous des tableaux de chasse avec des IgM qui perdurent 4 voire 5 ans. Donc, elles sont un signe, mais on ne peut pas les utiliser pour dater les infections. Et puis alors, le mode d'apparition des IgM est très important. Et ça, c'est un piège que l'on a, dans lequel on tombe de temps en temps. Après des vaccinations rubéoliques, des médecins consciencieux demandent à leurs patients de faire un contrôle IgG-IgM pour s'assurer que la vaccination a bien passé. Et alors là, à notre grande joie, la femme va avoir des IgM positives. Et elle va garder des IgM positives à taux faible, facilement 6 à 8 mois. Donc quand vous avez une jeune femme qui vous arrive avec des IgM bâtardes, proches du seuil, vous avez des G qui ne bougent pas, pensez à lui poser la question de savoir si elle n'a pas eu une vaccination. Parce que c'est complètement stupide, mais bien souvent, les médecins disent on contrôle on va contrôler la vaccination, et ils prescrivent G et M. Les G suffiraient largement s'ils veulent vraiment contrôler, mais pas les M. Les M, elles durent, je vous dis, 6 mois, et ça pose vraiment de gros soucis. Ces IgM, elles vont aussi nous embêter, parce que bien entendu, elles sont présentes, aussi bien dans les réinfestations qui peuvent se rencontrer. On peut se réinfester avec une deuxième souche dans la toxoplasmose, par exemple. On peut très bien avoir été vacciné contre la rubéole, et puis faire des années plus tard une petite infection, et on peut avoir des IgM. Elles remontent dans ces cas-là. Et puis, nous avons nos fameuses petites copines, les stimulations polyclonales. Alors là, les médecins, ils n'aiment pas beaucoup ça, mais elles existent malheureusement. Stimulation polyclonale non spécifique du système immunitaire. Vous avez tous en mémoire des cas de patients qui vont vous faire une infection, par exemple, à EBV. Vous savez que plus on est âgé, plus on fait des infections à EBV cognées. Si elle est bien cognée, eh bien, si vous vous amusez à chercher les IgM du patient, il aura des IgM contre la rubéole, contre le CMV, contre la toxo, éventuellement contre le Lyme. On a un système immunitaire qui est bien stimulé, il va reproduire des IgM contre tout ce qu'il peut connaître ou pas connaître. Donc, ces stimulations polyclonales non spécifiques, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et puis, il y a une dernière chose que je n'ai pas écrite, mais à laquelle il faut se méfier, c'est aussi les risques des faux négatifs par compétition quand on a des techniques en ELISA indirecte. Quand on a une recherche d'IgM par ELISA indirecte et que la patiente a beaucoup d'IgG, les IgG vont se fixer sur les sites et les IgM n'arriveront plus à se fixer et on peut avoir des faux négatifs. Et tout comme on peut avoir des faux positifs. Donc, quand on a quelquefois un doute sur des IgM, ne pas hésiter à demander un contrôle dans un autre labo qui, par exemple, a une technique en immunocapture. Cerba, par exemple. C'était pas prévu, mais je me bats pour la garder. C'est pour ça que... Alors, la mesure de l'avidité, le docteur vous l'a dit tout à l'heure, c'est une force de liaison qui existe entre les antigènes et les anticorps polyclonaux de classe IgG. J'insiste bien, les classes des IgG, car malheureusement, encore maintenant, alors que c'est une technique que l'on pratique couramment depuis les années 2000-2002, on a encore des demandes d'avidité des IgM. Alors ça, passez le message à vos labos, je ne veux plus voir d'avidité sur les IgM. Éventuellement, je les transfère toutes en avidité des IgG. Mais c'est vraiment les IgG qui sont importantes. Cette avidité, elle augmente dans le temps au cours du développement de la réponse immunitaire, mais cette évolution n'est pas tout à fait identique selon l'agent. Elle est généralement plus rapide quand il s'agit d'un virus. Elle est dépendante du système immunitaire des individus, et des travaux ont montré que les sujets immunodépendants, ces travaux ont été surtout menés sur des greffés rénaux,
Et on a montré que l'avidité de ces sujets immunodéficients montait beaucoup plus lentement que l'avidité des sujets immunocompétents. Et puis elle va varier en fonction du mode de stimulation de l'immunité. Et là, je vais vous mettre encore un schéma que j'aime bien. Je vous prie de m'excuser pour le jaune, c'était la seule couleur que j'avais trouvée tranchée quand j'ai fait mon topo. Et maintenant que je la vois, elle est pas lisible. Alors, pardon, mais je vais quand même vous faire remarquer, regardez l'avidité, la mesure de l'évolution de l'avidité de la rubéole après une vraie maladie rubéoleuse. Regardez l'avidité de la rubéole, mais après une vaccination. Elle est beaucoup plus lente. Le mode d'administration n'est pas le même, le système immunitaire n'est pas activé de la même façon. L'évolution de l'avidité n'est pas la même. Le CMV, c'est lui qui est en jaune, dommage, il a une avidité qui monte assez bien. La toxo, c'est le plus lent, c'est un parasite. Vous savez qu'on a un petit peu tendance à aimer les parasites et notre système immunitaire est assez tolérant vis-à-vis de lui. Eh bien, lui, il va mettre des mois pour se maturer, voire des années. C'est pour ça qu'il faut toujours interpréter les avidités avec beaucoup de précautions. 2 pièges. Et je vous montre après une dernière, et j'aurai fini, j'aurais peut-être pas trop dépassé mon temps. L'avidité est dépendante du taux de la concentration des anticorps. Si vous avez un taux d'anticorps qui est très faible, proche du seuil de détection, comme l'avidité, c'est un test que l'on fait en travaillant dans 2 puits différents et en lavant un puits avec des agents dénaturants et l'autre avec un tampon normal, il faut, si on est très proche du seuil, on a toutes les chances de rendre une avidité fausse parce que ça sera la variabilité des techniques qui fait que de 12, eh bien, on peut passer à 8 en dessous du seuil. Donc, il faut avoir un seuil minimum d'anticorps et bien souvent, vous m'envoyez des avidités à faire et je vous réponds, soit absence d'IgG, parce que la technique que j'utilise, VIDAS, eh bien, ne détecte pas les IgG que vous avez peut-être détectés avec une technique Roche. Ou bien, je vous réponds à taux d'anticorps trop élevé, je ne peux pas, tout simplement parce que lorsque les taux d'anticorps sont très élevés, c'est pareil, on est obligé de diluer pour être à une certaine concentration d'anticorps, et à un moment donné, la dilution est telle qu'on tombe peut-être dans le phénomène de la mémoire de l'eau, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment plus de sérum dans le tube. Donc, je ne peux pas prendre le risque de vous rendre une avidité. J'ai fait des essais pour m'amuser, pour voir ce que ça donnait. Systématiquement, ça nous rend des avidités trop faibles. Et je pense, en partant bien sûr de sérums hautement forts, avec avidité forte. Je pense que c'est très très important. Il faut comprendre que ce sont les limites. Le taux des anticorps peut être un frein à la mesure de l'avidité. Enfin, les mesures d'avidité, dans certains cas, sont effectivement uniquement des diagnostics d'exclusion. On l'a vu, c'est la toxoplasmose. Dans certains réactifs, on peut avoir aussi des différences. Et pour le CMV, je vous avais dit que je vous en parlerai. La technique VIDAS est une technique... Alors là encore, vous voyez Madame Grangeau-Quéros, je vous disais que j'avais beaucoup d'affection pour cette personne. Elle est encore là. Pourquoi ? Parce qu'elle a énormément travaillé et elle a montré que quand on travaillait sur le VIDAS, lorsque l'avidité était faible, on pouvait affirmer, et faible ça veut dire inférieur à un seuil de 0,40, on pouvait affirmer que la patiente avait une infection de moins de 3 mois. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment dater la primo-infection. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la partie la plus importante à diagnostiquer dans le CMV. Ensuite, nous avons une partie intermédiaire pour laquelle, malheureusement, on ne peut rien dire. Et enfin, quand le taux de l'avidité est supérieur à 0,65, on peut dire que l'affection a forcément plus de 3 mois. D'autres réactifs ont été proposés sur le marché. Eh bien, vous avez Abbott. Abbott, tout comme le liaison, il ne donne que des diagnostics d'exclusion. Si vous voyez ici, nous avons les avidités fortes sont colorées en vert. Eh bien, ici, vous avez une avidité forte, vous avez une avidité intermédiaire, alors que ce sont des patientes qui étaient toutes infectées depuis moins de 3 mois. Et c'est la même chose avec le liaison. Donc, c'est pour ça que le liaison, comme l'avidité, ne donne pas de diagnostic de primo-infection, mais donne des diagnostics d'exclusion. Ils vous diront, la femme a fait une infection de plus de 3 mois. Ça, c'est vraiment
très très important. Vous voyez la différence aussi en fonction des réactifs que l'on sélectionne. Alors je vais rapidement conclure et j'avais insisté sur les problèmes. On a vu qu'un certain nombre de maladies disparaissaient, la toxoplasmose, enfin régresse disons, elles n'ont pas encore disparu. Que la vaccination devrait, à l'ère du peut-être 2016, faire disparaître la rubéole de notre paysage. Je le souhaite sincèrement. Il est important de privilégier la prévention vaccinale. Je crois que je vous ai clairement dit que nos techniques sont bien, mais elles ont encore un gros défaut de standardisation. Donc, soyons vraiment critiques vis-à-vis de nos techniques. Et si on a un quelconque doute, n'ayons pas de complexe, échangeons nos sérums pour essayer de faire avancer le diagnostic. Le respect des conseils d'hygiène et de diététique, je voulais le poser parce que des travaux ont montré, et c'est très important, que lorsqu'on conseille vraiment et que aux femmes qui sont séronégatives pour le CMV ou pour la toxo, de faire très attention à respecter les consignes qu'on leur donne, et vous avez des tas de petits documents qu'on peut leur donner, on chute de 4%, et c'est pas négligeable, le taux de transmission. 4%, c'est quand même important. Et puis, j'espère qu'on va avoir rapidement des traitements. Le docteur Toto vous a parlé tout à l'heure des essais qui sont faits pour le CMV et valacyclovir. Il y a, pour la toxo, un énorme essai qui est en cours sur des traitements chez les femmes enceintes instaurés avec pyrizétamine et sulfadiazide. Ces essais sont en cours et j'espère qu'ils vont nous apporter une réponse, puisque depuis des années, on utilise l'aspiramycine, tout en sachant que ça n'est pas d'une très grande efficacité et que ça a probablement plus d'effet en diminuant un petit peu l'effet inflammatoire que vraiment une action, ça n'a pas vraiment une action de destruction sur le toxo. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame De Brune. Rapidement, des questions? Je voudrais savoir si dans les cas où la recherche d'IgM n'apporte pas la solution, est-ce que la recherche d'IgA est encore d'actualité? Oui, alors pour la toxo, la recherche d'IgA est encore d'actualité. Le problème qu'elle a, c'est que 20% des patientes ne font pas d'IgA. Donc si elles sont positives, c'est un marqueur que l'on peut utiliser. Si elles sont négatives, ça n'est plus rien. Bonjour. Alors, Ludovic Janot, moi je suis biologiste au CHU de Pointe-à-Pitre et je suis en charge des sérologies virales, donc notamment rubéole et CMV. Alors déjà, je confirme que vous répondez très très gentiment au téléphone quand on vous appelle. Je vous remercie. Et je voulais rendre hommage à Liliane Grangeau-Quéros que j'ai eu au téléphone par le passé. Alors je ne sais pas si elle travaillait encore Antoine Méclair, mais qui était aussi très agréable dans la conversation et qui donnait des informations de grande qualité. Bref, moi je voulais revenir sur l'intervention du docteur Toto, de Teddy, qui me disait dans la stratégie pour le contrôle de l'immunité anti-rubéole de faire IgG, IgM, mais dans les recommandations que j'ai lues dernièrement de la HAS, et il me semble qu'à la nomenclature, on nous dit de faire que les IgG quand c'est à titre systématique pour justement éviter d'être tombé dans le problème de la détection non spécifique des IgM en fait. Alors je vais me permettre de vous répondre un petit peu, puis je vais passer la parole au docteur Toto. Effectivement, quand il s'agit de faire un dépistage pour la femme, simplement parce que c'est son dépistage du premier trimestre, on ne doit pas, et ça a été redit par l'HAS dans les recommandations de 2009, ça n'a aucun intérêt de chercher les IgM parce que, tout simplement, elles posent plus de problèmes que d'avantages. Par contre, effectivement, quand vous avez un doute parce que votre patiente qui était négative devient positive, alors là, vous avez tout intérêt à les rechercher. Ça concernait bien la rubéole, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est que donc, à titre systématique, on doit donc chercher que les IgG et faire les IgM qu'en cas de demande orientée. Bien sûr. Ouais. Mais dans mon topo, j'avais mis que les IgG, il me semble-t-il. Mais j'avais pas bien vu. Si, parce que la flèche partait des IgG, ensuite ça se différenciait en deux. Nous, actuellement, on fait la double recherche actuellement, et c'est vrai qu'à chaque fois, ça nous pose des problèmes, puisque ça nous apporte des solutions. Non, pour la rubéole, c'est que les IgG. Il faudra qu'on revoie ça. Ouais.
Et sinon, aussi dans ton intervention, sur le CMV, tu parlais d'un risque de transmission materno-fétale en cas de réactivation ou de réinfection. Et alors ça, si on peut avoir des précisions là-dessus, parce que moi, je crois que j'ai lu qu'on peut avoir un risque, mais qu'il n'y a pas de gravité. En fait, c'est un risque qui est beaucoup plus faible. Il est de l'ordre de 1 à 3% en cas de réactivation, tandis qu'il est de l'ordre de 40 et 50% en cas de primo-infection. Donc le risque existe, mais il est beaucoup plus faible. Sachant que l'atteinte fétale due au CMV, elle est imprévisible. À savoir qu'on peut pas, c'est le rôle du diagnostic anténatal. On a beaucoup de mal à conseiller les couples, puisque nous-mêmes, on ne sait pas ce que ça donnera. Et l'échographie n'apporte absolument rien, puisque ce sont essentiellement des séquelles, une atteinte neurofonctionnelle. Et l'échographie, c'est qu'un examen qui est uniquement donc d'imagerie. Donc on n'a aucune donnée justement fonctionnelle. Et est-ce qu'on fait une distinction entre une réactivation donc d'une infection ancienne et une réinfection par une nouvelle souche ? Excusez-moi, là sur le plan biologique, effectivement, malheureusement, on n'a aucun moyen de mettre en évidence, c'est quasiment impossible de faire la différence entre une réinfection et une réactivation. On peut faire la différence pour une primo-infection, mais on ne peut pas diagnostiquer véritablement, on n'a pas d'éléments, on n'a pas encore trouvé de marqueurs qui nous permettent de faire cette différence. Nous, on aura le même profil sérologique. Et est-ce qu'il y a par contre un profil différent en termes de conséquences pour l'enfant à naître entre la réactivation et la réinfection ? Il est généralement dit que les symptômes sont moins importants, mais on ne peut pas vous assurer à 100%. C'est vrai que tous les cas graves, c'est vraiment des primo-infections, et c'est pour ça que j'avais montré le travail de M. Picone. Les cas graves ont vraiment été, les cas symptomatiques, détectés pendant le premier trimestre. Donc, mais on n'a pas vraiment de marqueurs. On est en train de travailler là-dessus, ils travaillent activement pour essayer de faire la différence, et actuellement, on n'a aucun moyen. Je vous remercie. Alors, si j'ai le droit, une toute petite dernière question sur les thrombopénies... thrombopénie gestationnelle, voilà. Je voulais savoir, il y a une physiopathologie, parce que du coup il n'y avait pas, tu vois, d'éléments physiopathes. Est-ce que c'est dans le cadre d'une alloimmunisation ou est-ce que c'est différentes physiopathes ou est-ce que la physiopathe pour l'instant elle n'est pas connue, elle n'est pas définie. C'est une pathologie qui est très mal. D'accord. Voilà. Il n'y a pas trop de noms. D'accord, donc c'est pas le cas des alloimmunisations anti-HPA et anti-HL a priori. Non. En tout cas, non, ça, on en est sûr. Mais la physiopathologie précise, on ne la connaît pas. Ok. Mais c'est pas en lien avec une alloimmunisation, en tout cas. D'accord. Mais je te remercie pour tes réponses. Il y a une petite information que je voulais vous donner et que j'ai complètement omis de vous dire, mais je vais quand même vous la donner maintenant. C'est une question qu'on nous pose assez régulièrement. On sait qu'on ne doit pas vacciner une femme on ne doit pas faire une vaccination rubéoleuse chez une femme enceinte. D'accord, c'est clair, mais malheureusement, ça arrive de temps en temps. Et on se pose toujours la question, quel est le risque pour l'enfant ? On a souvent cet appel. Il n'y a aucun risque. Il y a un travail par l'OMS qui a été fait où ils ont montré sur 2700 cas qu'aucune pathologie n'avait été observée chez les nouveau-nés. Non, je ne dis pas. Je voyais que vous hochiez la tête. Je ne conseille pas de le faire, c'est une évidence. Mais ça arrive de temps en temps qu'on a un appel, tout d'un coup on nous dit « Ah là là, on ne savait pas, elle était enceinte, on l'a vaccinée. Est-ce qu'il faut faire un avortement ? Elle n'a pas 12 semaines, etc. » Non, il n'y a aucune raison. Oui. Dernière question. Oui, docteur Marie, gynécologue à Pointe-à-Pitre. Madame de Bruyne, vous nous parlez avec tellement d'emphase de toutes ces maladies que j'ai envie de vous poser deux questions qui sont un petit peu hors de votre propos, mais je voudrais vous entendre dessus. Nous avons deux maladies qui nous embêtent beaucoup ici, c'est-à-dire le chikungunya et la dengue. J'aimerais vous entendre dans la périnatalité de ces sujets. Et puis, je voudrais vous entendre aussi sur l'actualité du virus Ebola. Alors, le virus Ebola, je vais être très très franche, je ne sais pas. Et je pense que des études seront peut-être faites malheureusement dans ces jours-ci, puisque si on arrive à freiner cette triste épidémie et catastrophique épidémie, pour être franche, peut-être que quelques équipes vont se pencher sur les femmes qui étaient enceintes, mais malheureusement, comme il y a beaucoup de décès, je pense que c'est assez c'est pas l'urgence. En ce qui concerne le chikungunya, on avait eu pas mal d'informations grâce à l'épidémie. Merci à tous, merci à tous les intervenants et à tout à l'heure.